Alors, nous entamons une nouvelle leçon consacrée à la révolution industrielle, qui prend son départ au XVIIIe siècle, mais qui prend toute son ampleur dans le courant du XIXe siècle. Alors, pour que cette révolution industrielle puisse se produire, il fallait un certain nombre de conditions. Alors, première condition, il fallait évidemment avoir un changement de mentalité qui soit lié, entre autres choses, par le goût de l'innovation et le goût de l'invention. Et plus particulièrement, une invention qui fera date est celle de la machine à vapeur, qui va être utilisée dès le XVIIIe siècle dans le domaine du textile et qui a pour auteur James Watt dans les années 1770. Outre ce nouvel esprit lié aux inventions, il y a également une théorie économique. Cette théorie économique qui commence à se développer parallèlement d'ailleurs, c'est pratiquement les mêmes années que celle de l'invention de la machine à vapeur, c'est le libéralisme. Le libéralisme a pour fondateur, même s'il y a quelques précédents du côté des physiocrates, a pour fondateur Adam Smith, en anglais, qui publie en 1776 un ouvrage intitulé « Des causes et de la nature de la richesse des nations », ouvrage dans lequel il promeut la libre entreprise, donc il s'oppose au monopole et aux privilèges qui avaient cours à cette époque-là sous l'Ancien Régime, monopole accordé par l'État à certaines fabriques, comme on les appelait au XVIIIe siècle. Il promeut également la libre concurrence, donc il est pour le libre-échange entre les nations, il s'oppose au protectionnisme, c'est sa fameuse phrase « laissez faire, laissez passer ». Et il promeut également la division du travail au sein de l'entreprise de telle manière que chaque ouvrier ait une tâche précise à accomplir, ce qui lui permet d'augmenter sa rentabilité. Ça, c'est la première condition. Donc un changement de mentalité des inventeurs et d'autre part, une théorie économique. Autre condition, celle d'une matière première abondante qui va fournir un combustible dans le domaine de l'énergie. C'est le cas du charbon. Or, ce charbon est très abondant en Angleterre. Donc ce sera un élément important pour que la révolution industrielle puisse se produire dans ce pays-là précisément. On trouve également du minerai de fer, et on va voir que ce sera important dans le développement par la suite de cette même révolution industrielle. Il faut également qu'il y ait une main-d'œuvre disponible dans les villes ou à proximité des villes. Parce que si les machines permettent de décupler, voire de centupler la production, il faut toutefois des ouvriers pour faire marcher les machines et d'autre part de nombreux ouvriers pour aller au fond des puits et extraire le charbon. Cette main-d'œuvre est rendue disponible grâce malheureusement à l'exode rural des paysans qui ont dû vendre leurs petites propriétés suite aux enclosures. Les enclosures, c'est en fait l'établissement de clôtures dans les terres, sur les terres du village, parce que ces terres sont rachetées par de grands propriétaires terriens et ces enclosures ne permettent plus la libre circulation du bétail, le bétail engraissant, je dirais, la terre dans le cadre de l'assolement triennal ou quadriennal sur les fameuses terres en friche. Autre, je dirais c'est sans doute l'élément le plus important, autre condition, c'est l'accumulation du capital. Alors ce capital, il s'est accumulé, je dirais, depuis les grandes découvertes.
depuis le XVIe siècle. Autrement dit, le capitalisme industriel qui précède le capitalisme financier qui a pris le dessus à notre époque, on l'a bien vu au moment de la crise financière il y a moins d'un an, en 2008, eh bien, ce capitalisme industriel qui précède le capitalisme financier succède en fait à une première forme de capitalisme qui est un capitalisme commercial. Il a fallu effectivement que le capital s'accumule à très grande échelle, grâce en particulier aux immenses profits qui ont été faits grâce au commerce tout à fait inégal avec les colonies des Européens en Amérique d'abord, en Asie et en Afrique. Et c'est ce capital accumulé qui va être disponible lorsqu'il va falloir l'investir dans des grands projets liés à des inventions pour créer des fabriques et mettre en œuvre donc les inventions dont je vous parlais tout à l'heure. En Angleterre également, on dispose d'un autre avantage qui est l'existence de banques privées, de banques d'affaires, qui succèdent à ces banques familiales qui existaient depuis le Moyen-Âge en Europe, en Italie, dans nos régions, en Flandre en particulier, aux Pays-Bas bien entendu, donc dans les Provinces-Unies, et en Angleterre, en France, entre autres aussi. Voilà, ça ce sont donc les conditions. Vous avez retenu un état nouveau marqué par des innovations dans le domaine des inventions, avec une invention majeure, la machine à vapeur. Ensuite, une théorie économique qui va permettre de justifier auprès des États les démarches des entrepreneurs. Ensuite, une main-d'œuvre abondante, des matières premières abondantes et finalement un capital suffisamment important pour qu'il puisse être investi. Les banques ont un rôle effectivement aussi de crédit, il ne faut pas oublier, qui est donc de prêter de l'argent aux entrepreneurs, argent qui peut être investi et rapporter des bénéfices qui serviront entre autres choses partiellement à rembourser le capital emprunté auprès des banques. Voilà, ça ce sont pour les conditions. L'Angleterre va très rapidement prendre une avance sur les autres pays européens. Toutefois, une avance pratiquement de 25 ans. Il faut compter une avance de 25 ans qui va durer, je dirais, pratiquement pendant un siècle. Je dirais entre 1775 et 1875. Au début du XXe siècle, du XIXe siècle, va apparaître, on va plutôt créer la locomotive et c'est le début du chemin de fer. Les premiers chemins de fer apparaissent en Angleterre, mais très rapidement, donc au début du XIXe siècle, mais très rapidement sur le continent, en France, en Belgique, en Allemagne. Donc dans les années 1830, le chemin de fer va se développer à un rythme très très important puisqu'il permet de transporter sur de courtes distances d'abord, puis sur des distances de plus en plus importantes avec l'avancée du siècle, des marchandises et ces fameuses matières premières dont on peut avoir besoin pour faire fonctionner les fabriques. Donc, le charbon, le minerai au départ. Alors, il ne faudrait quand même pas oublier que dans cette première étape de la révolution industrielle, celle qui se déroule de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, jusqu'en 1850, la très grande majorité de la population est quand même attachée à l'agriculture. Donc il ne faudrait pas oublier que c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que le rapport entre le nombre de paysans et le nombre d'ouvriers bascule. Précédemment, jusqu'en 1850, il y a toujours plus de paysans que d'ouvriers. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a en Belgique quelque chose comme 1% ou 1,5% de paysans, d'agriculteurs, alors qu'avant la Révolution française, ils représentaient 85% de la population. D'où le terme de révolution industrielle, puisqu'on est passé d'une époque où dominait l'agriculture et secondairement l'élevage, à une période où domine justement la grande industrie. Nous en sommes
sorti partiellement. Nous sommes toujours dans cette phase industrielle, mais comme vous savez sans doute, à l'heure actuelle, plus de 50% des gens qui vivent dans les pays développés, en Europe occidentale ou aux États-Unis en particulier, plus de 50% des gens travaillent maintenant dans le secteur des services. Il y a, je crois, quelque chose encore comme 35% d'ouvriers en Belgique, plus de 50% d'employés ou de gens qui ont des activités de services, qui ont des professions libérales, l'enseignement, etc. Il n'y a plus que 1%, 1,5% d'agriculteurs. Donc vous voyez que le rapport a complètement changé, et donc le terme révolution, ici, se justifie pleinement. Il ne s'agit pas d'un slogan, comme on le voit parfois dans la presse pour toute une série d'épiphénomènes. À partir de 1850, je dirais jusqu'à 1914, de grandes phases conjoncturelles vont se manifester dans le domaine de l'économie. En gros, je dirais qu'avant 1850, c'est une période où la révolution industrielle démarre, où il y a de grosses difficultés encore au niveau de la production. La condition ouvrière est d'ailleurs extrêmement pénible, j'en parlerai par la suite, mais on peut parler vraiment d'un véritable démarrage à partir de 1850. En effet, la période qui va de plus ou moins 1850 jusqu'à 1854, disons, jusqu'à 1876, est une période de haute conjoncture. En France, ça correspond en gros à la période du Second Empire, une période où l'on est dans ce que les économistes appellent une phase A, c'est-à-dire une période de croissance continue, donc pendant presque un quart de siècle. De 1876 à 1895, là on est globalement dans une période de dépression, en tout cas pour la France et l'Angleterre, même si l'Allemagne par exemple et les États-Unis s'en tirent très bien. Et alors, de 1895 jusqu'en 1914, on est de nouveau dans une période de pleine croissance, et c'est cette période de compétition exacerbée entre les grandes puissances européennes, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, qui va conduire, bien sûr, à la Première Guerre mondiale. Alors, on va voir maintenant quelles sont les grandes réalisations de cette deuxième moitié du XIXe siècle. Les grandes réalisations se font d'abord dans le domaine des transports. J'ai parlé tout à l'heure déjà du chemin de fer. Il faut savoir que jusque 1850, on utilise essentiellement du fer. Précédemment, on utilisait même de la fonte. Alors, le passage de la fonte, qui est très cassante, au fer qui est plus solide, et enfin à l'acier qui est encore plus solide, est lié en fait à des procédés de fabrication du métal liés à l'injection de carbone, qui permet d'avoir un métal de plus en plus solide. Je rappelle que le terme sidérurgie s'applique exclusivement à l'industrie du fer, tandis que le terme métallurgie est un terme plus général qui couvre l'ensemble des industries qui produisent du métal, quel qu'il soit. Tandis que le terme, donc vous avez bien compris que le terme sidérurgie est un terme plus réduit. Alors, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on produit de l'acier, puisque le procédé, le convertisseur Bessemer, date justement des années 1850. Eh bien, ce procédé va permettre la production en très très grande quantité d'acier. L'acier qui permet d'avoir des rails solides. Et ces rails, on va les voir un petit peu partout, en Europe, en Amérique, en Asie également, voire en Afrique. Lorsque c'est le début de la colonisation d'Afrique, vraiment, dans les années à partir de 1850. Ce sera surtout le cas à partir de la dernière décennie du XIXe siècle. Mais enfin, on commence déjà à avoir besoin du chemin de fer en Afrique pour acheminer justement les minéraux qu'on y trouve. Alors, à la fin du siècle, la jonction entre la côte est et la côte ouest des États-Unis sera réalisée. À la fin du XIXe siècle également, on aura construit le transsibérien, donc qui réunit les villes de la Russie européenne à l'extrême-orient. La Russie s'étend, comme vous le savez, jusqu'au nord de la Chine, en face du Japon,
et jusqu'à Port Arthur, hein, qui porte comme nom moderne Vladivostok. C'est l'époque où des fortunes colossales vont se former, en particulier aux États-Unis avec Carnegie. À côté du transport par rail, se développe également une autre forme de transport, le transport fluvial et le transport maritime, grâce à l'invention du bateau à vapeur par Fulton au début du XIXe siècle. Ce bateau à vapeur va connaître sa grande époque au XIXe siècle. Maintenant, il est remplacé par d'autres types de navires, mais vous avez des exemples de ces premiers bateaux à vapeur. Par exemple, si vous allez à Disneyland, vous savez, ces bateaux avec des aubes qui tournent comme ça pour avancer, qui avançaient sur le Mississippi, le Missouri, et qui ont donc cette cheminée, d'où sort un panache de fumée. Eh bien, c'était les premiers bateaux à vapeur fonctionnaient comme ça. Voilà. Alors, ces bateaux permettent de nouveau de transporter des biens à très longue distance, hein, et à transporter des biens sur les océans. C'est évidemment l'Angleterre qui va dominer ce secteur pendant très longtemps. Alors, le capitalisme est le système économique qui s'impose véritablement au XIXe siècle. Il succède à d'autres modes de production que les historiens marxistes appellent le système de production esclavagiste, puis le système de production féodale. Donc, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a un nouveau mode de production qui est le mode de production capitaliste. Alors, ce mode de production capitaliste, il suppose un certain nombre de conditions. Il suppose tout d'abord qu'il y ait une masse de métaux précieux disponibles qui permettent et qui facilitent les échanges. Il se fait qu'au XIXe siècle, on va découvrir des mines d'or et d'argent importantes, d'or surtout, aux États-Unis, dans le grand nord américain, aux États-Unis, en Californie. Si vous avez lu le livre de Blaise Cendrars, c'est relaté dans le livre qui s'appelle L'or, c'est un roman qui relate l'histoire de Sutter, en Suisse d'ailleurs, qui va faire fortune, puis qui va tout perdre à la fin de sa vie en Californie. Il y a également l'Afrique du Sud et l'Australie. Et donc la masse monétaire va devenir beaucoup plus importante, ce qui va évidemment entraîner un phénomène inflationniste. Alors à côté de cette masse d'or disponible grâce à la découverte de ces mines, il faut penser aussi que les banques ont un rôle très important. Un rôle que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le rôle du crédit. Les banques ont pour fonction de prêter de l'argent à partir des dépôts de leurs épargnants. Autrement dit, lorsque un épargnant dépose de l'argent, son dépôt est valorisé par un taux d'intérêt qui est, je crois à l'heure actuelle, 1,5 ou 2%, je ne sais pas très bien, mais un taux d'intérêt extrêmement faible. On est en crise économique, hein, donc il doit être de 1 ou 1,5%, enfin il est extrêmement faible pour l'instant. Alors que le taux d'intérêt auquel les banques prêtent aux entreprises ou aux particuliers, par exemple, pour acheter une maison, dans le cadre d'un prêt hypothécaire, est évidemment nettement plus élevé. Et c'est la différence entre ces deux taux, mettons par exemple 7% taux pour un prêt hypothécaire, j'en sais rien du tout, hein, j'invente des chiffres pour l'instant, mettons 7%, ça peut être plus, hein, je n'en sais rien. Et d'autre part, la rémunération des dépôts bancaires, des dépôts dans les banques par des épargnants, eh bien 1%, vous avez évidemment une différence de 6% qui est la rémunération pour le banquier, pour sa prise de risque, parce qu'effectivement, tous les emprunteurs ne remboursent pas. Hein, si l'entreprise fait faillite entre-temps, c'est sur, comment dirais-je, pour la pomme du banquier, mais ça permet surtout aux banquiers d'avoir un bénéfice, ils peuvent réinvestir ailleurs s'ils le souhaitent. Alors, il y a enfin un dernier phénomène lié au capitalisme, c'est la création des sociétés par action au XIXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société par action? Une
société par action, c'est donc un groupement d'individus qui se mettent dans une formule juridique qu'on appelle sous le couvert d'une personne morale. Donc la personnalité juridique, c'est une personne morale, ce ne sont pas des personnes physiques. Société anonyme, le plus souvent. Donc à l'origine, c'était des sociétés familiales, puis ça devient des sociétés anonymes. Alors les sociétés anonymes, ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus grosses et qui permettent de drainer des capitaux beaucoup plus importants. Alors, dans une société par action, l'intérêt de la formule est de pouvoir récolter des fonds très importants en émettant des parts de copropriété à la bourse de cette société sous la forme d'actions. Alors, l'action n'est rien d'autre qu'un document qui représente, pour calculer à l'heure actuelle, je dirais par exemple, un document sur lequel il est indiqué cette action de telle société vaut 50 €. Un exemple tout à fait théorique. Vous pouvez acheter une action, vous pouvez en acheter 100, vous pouvez en acheter 100, voire 2000. Ça dépend évidemment des liquidités dont vous disposez. À la fin de l'année, les actionnaires reçoivent des dividendes qui ne sont rien d'autre que des participations aux bénéfices de la société effectuées dans le courant de l'année civile qui précède. Autrement dit, vos 50 €, vous avez cette action, et à la fin de l'année, si la société a fait de gros bénéfices, imaginons, allez, plutôt 10%, vous allez recevoir 5 € de dividendes par action. Si les bénéfices ont été peu importants, mettons, ce sera 2 €. On est bien d'accord? Et si maintenant la société n'a pas fait bénéfice, vous n'allez rien recevoir. Et si à la limite elle est en perte, vous n'allez rien recevoir non plus. Sauf que si vous voulez vendre votre action à ce moment-là, vous ne pourrez plus la vendre 50 €, mais vous la vendrez peut-être 40 €. Voilà. Donc c'est ça le principe de la bourse du jeu, qui consiste à acheter des parts de copropriété du capital social d'une société. Voilà, c'est le principe. Ça permet de drainer auprès du grand public des sommes colossales sans devoir emprunter aux banques. Vous comprenez? Si maintenant la société elle-même veut emprunter plutôt qu'aux banques auprès des particuliers, elle va émettre dans ce cas-là des obligations. Les obligations, ce seront en fait des emprunts lancés auprès du grand public qui donnent lieu, eux, non pas des dividendes, mais à des intérêts à taux fixe, par exemple, sur 5 ans. Voilà. Alors, je poursuis. D'autres sources d'énergie apparaissent dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a l'électricité, bien sûr. Je vous rappelle que des personnes comme Edison vivent à cette époque-là. Edison, qui est à l'origine du téléphone, comme vous le savez, mais qui est à l'origine de toute une série d'autres inventions. De l'électricité, mais aussi du usage d'une autre source d'énergie qui est le pétrole. Alors là, le pétrole, on n'a pas inventé l'électricité non plus d'ailleurs. Il a fallu la maîtriser. Le pétrole qui va servir de carburant. Alors c'est un carburant, un combustible très très abondant et qui ne coûte pas cher à partir du moment où on va le trouver en grande quantité aux États-Unis. Pensez à tous ces puits de pétrole au Texas, en Arizona. On va le trouver plus tard également au Proche-Orient. Il n'y a pas encore à ce moment-là d'exploitation dans cette région-là du monde. Et le pétrole, il va servir à point nommé au moment de l'invention des voitures. Les premières voitures, les automobiles sont inventées, le principe du moteur à combustion date des années 1870-1880. Et c'est à partir de 1880 que va commencer vraiment la production des voitures. C'est au début du XXe siècle et surtout dans les années 20 que là, les voitures vont sortir en très grand nombre, en particulier des usines fortes à Detroit, aux États-Unis. Et c'est justement le moteur à combustion résulte de la conjonction de l'électricité et du pétrole. Vous savez qu'il faut les deux pour que l'essence s'enflamme. Les pistons, et donc s'il n'y a pas de l'électricité, un enflammement du carburant, s'il n'y a pas inflammation du carburant, vous
vous avez de l'essence, vous ne pouvez rien en faire. Et donc il a fallu inventer ce fameux moteur. Alors, je poursuis. Quelles sont maintenant les grandes conséquences sur le plan économique et démographique de la révolution industrielle? Tout d'abord, il faut savoir que la population mondiale a cru de manière considérable. Pratiquement, elle a plus que doublé en moins d'un siècle, parfois triplé dans certaines régions. Première chose. Ensuite, il faut savoir que le XIXe siècle est une période, comme notre époque aussi, marquée par des crises cycliques. Alors les économistes ont donné des noms à ces crises qu'ils appellent phase B lorsqu'il s'agit d'une phase de dépression qui dure en général entre 20 et 25 ans après une période de croissance. Les économistes qui ont découvert ces grands cycles, ce sont des économistes du XXe siècle, un russe qui s'appelle Kondratiev et d'autre part François Signon. On appelle ça des trends séculaires. Et il y a également d'autres économistes au XXe siècle qui ont découvert des cycles plus courts, je ne vais pas décrire ici, qu'on appelle les cycles de Juglar, de Kitchin, etc. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai parlé de la révolution industrielle, je vous ai parlé également de la croissance économique, mais je ne vous ai pas parlé de l'essentiel, c'est-à-dire des gens eux-mêmes, de la vie sociale. Je ne vous ai parlé jusqu'à présent que d'économie et de technologie, vous êtes bien d'accord. Alors, sur le plan social, et c'est le sujet qui me semble le plus intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, concernant en particulier la condition de cette classe nouvelle qui est le monde ouvrier. Au XVIIIe siècle, je vous l'ai dit, avant la révolution industrielle, la grande masse des gens était constituée de paysans. Je vous ai dit également qu'un exode rural avait succédé au mouvement des enclosures, en particulier en Angleterre, suite au remembrement, au regroupement, je dirais, forcé, parce qu'ils avaient dû vendre leurs terres, ces petits paysans, aux grands propriétaires, et qui avait conduit à un exode massif de ces paysans vers les villes. Ces paysans, quand ils arrivent vers les villes, ils constituent donc une main-d'œuvre non qualifiée, ce n'était pas leur métier. Ils ne sont pas formés, il n'y a pas d'école professionnelle d'ailleurs à cette époque-là. Et donc, ils vont se retrouver face à un monde ouvrier d'artisans qui sont plus expérimentés, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir, en tout cas dans la première moitié du XIXe siècle, une vision d'un monde ouvrier homogène. Il y a donc les non qualifiés qui gagnent, qui ont des très très bas salaires et qui vont vivre des conditions déplorables que je vais décrire dans quelques instants. Et à côté de ça, vous avez des ouvriers qualifiés, des artisans spécialisés et des ouvriers qui vont par la suite mener le mouvement ouvrier. Ce sont des ouvriers intellectuels parce que leur métier nécessite la connaissance de la lecture. C'est le cas des ouvriers typographes. Ils vont avoir un rôle important, les ouvriers typographes. C'est les intellectuels, ce sont eux qui vont, entre autres choses, de l'intérieur, réfléchir à la condition ouvrière. Il y a d'ailleurs un imprimeur important, un typographe imprimeur qui s'appelle Proudhon, qui est un anarchiste, dont j'espère avoir le temps de vous parler tout à l'heure. Alors, dans cette première phase, je vous ai dit, la condition ouvrière est très dure. En effet, il y a trois caractéristiques. Premièrement, les salaires sont très bas. Ils sont très bas parce qu'on est dans une conjoncture basse. Au début de la révolution industrielle, il ne faut pas imaginer que les patrons font de très gros profits. Ce qui ne sera pas le cas, par contre, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où là, des fortunes colossales vont s'édifier. C'est une époque où, à partir de 1830, c'est vrai, sous la monarchie civile en France, ou avec les Cockerill en Belgique, vous savez que Cockerill, c'était donc un Britannique qui est arrivé dans la région de Liège à l'époque du régime hollandais, donc dans les années 1820. Alors effectivement, des fortunes importantes se développent déjà à ce moment-là, mais je dirais que ça n'a strictement rien à voir avec ce qui va se passer dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les salaires sont très bas, la conjoncture est globalement mauvaise pendant, je dirais, une quarantaine d'années, entre 1815, pour prendre la fin
de l'Empire napoléonien et 1850. Deuxième problème à côté des salaires, c'est le problème des conditions de travail. Les conditions de travail sont désastreuses. Il n'y a pas à l'époque d'assurance maladie, d'assurance invalidité. Les accidents de travail sont très fréquents et lorsqu'un ouvrier se retrouve accidenté, eh bien, il se retrouve dans la misère la plus absolue. Enfin, il y a le nombre d'heures de travail prestées, qui est infiniment plus grand que celui qui est presté à l'heure actuelle suite à des luttes, lutte du mouvement ouvrier, lutte de partis en particulier. Alors, à cette époque-là, il était fréquent de travailler entre 12 et 14 heures. Vous imaginez? Alors que la journée de travail, en gros, à l'heure actuelle, est de 8 heures par jour. Donc ça varie des secteurs, entre 35 et 40 heures. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça doit être 38 heures en Belgique, je crois, il me semble. Non, je crois, il me semble. Officiellement, en tout cas, me semble-t-il, 38 heures. Pour le maître assistant, ici, à la haute école, c'est 35 heures pour vos professeurs. Ça va? 35 heures dans notre contrat de travail. Donc, il y a évidemment les heures prestées devant les étudiants, il y a les prestations à domicile, bien entendu, préparation, lecture, etc., plus les réunions pédagogiques, les délibérations, etc., qu'il faut avoir. Donc, officiellement, nous sommes tenus à travailler 35 heures par semaine. Voilà, comme ça vous savez tout. En France, vous savez que Nicolas Sarkozy veut revenir sur les 35 heures en favorisant évidemment des prestations plus importantes auprès des ouvriers et des employés, en payant plus évidemment les heures dépassant les 35 heures. Donc c'est une loi qui a été votée à l'époque sous la direction de Martine Aubry, qui était ministre du Travail quand les socialistes étaient au pouvoir à l'époque de Lionel Jospin. Alors, le travail ne concerne pas que les hommes adultes. Il concerne aussi les femmes. Ça voudrait dire, oui, il y a des femmes qui travaillent à l'heure actuelle, oui, mais ces femmes devaient exercer un métier d'homme. C'est ça la différence. Par exemple, au fond des mines. Donc, il y avait des femmes mineures. Et alors, si vous lisez le Germinal de Zola, vous allez voir que Catherine, l'héroïne, qui est amoureuse de Saint-Étienne Lantier, elle travaille au fond de la mine. Les enfants travaillent également. Il y avait des enfants qui travaillaient à partir de 5 ou 6 ans. Alors ils faisaient les petits boulots, c'est-à-dire c'était eux qui étaient chargés d'aller chercher au fond d'un boyau les petits morceaux de charbon que les adultes ne parvenaient pas à prendre. Donc ils les récupéraient pour que rien ne soit perdu, si vous voulez. Alors, je vous ai parlé des conditions de travail. Vous devez imaginer que les mineurs travaillaient dans des conditions véritablement infernales au sens littéral du terme. Infernal, dans la mesure où il faisait très chaud. Vous savez, quand vous descendez dans une mine, la température augmente quand vous êtes tout au fond, très chaud. Or, l'oxygène ne dit pas que ce n'est pas vraiment la campagne, quand vous êtes au fond de la mine. Vous respirez de la poussière, des saletés diverses du charbon, au point que vos poumons s'encrassent, ils deviennent tout noirs, et vous finissez par cracher vos poumons, d'ailleurs le charbon de vos poumons, vous crachez vos poumons eux-mêmes, et c'est ce qui explique que vers 45 ans, une vie se terminait la plupart du temps, parce qu'ils mouraient de maladie, d'épuisement, donc c'était fréquent de mourir vers 45 ans. En général, ils travaillaient jusqu'à 40-45 ans, et puis ils décédaient. Alors, à côté de ça, il y a les risques d'accidents de travail, les fameux coups de grisou, c'est-à-dire quand le gaz s'accumule, le gaz qui fait la houille s'accumule au fond d'un boyau, eh bien, d'un couloir, ce gaz s'accumule et il suffit d'une petite étincelle et tout peut sauter. Donc c'est une question d'importance du gaz, évidemment, dans la galerie qui fait qu'il y a, ce qui explique la petite flamèche qu'ils avaient sur leur casque, qui leur permettait de savoir si il y avait encore de l'oxygène ou pas. Quand la flamme était bien allumée, ça veut dire qu'il y avait encore vraiment assez d'oxygène. Quand elle diminuait, là, il fallait commencer à faire très attention. Ils avaient aussi un système, ils avaient un petit oiseau aussi, et quand le petit oiseau ne respirait plus et tombait, on avait intérêt à partir de l'autre côté
Voilà. Il y avait des chevaux aussi, il y a des chevaux qui restaient là pendant 5-10 ans, parce qu'on ne les remontait pas, on ne les remontait que morts. Imaginez, donc des chevaux, oui, parce qu'il fallait tirer tous les chariots dans la mina, et puis alors il y avait les ascenseurs qui étaient actionnés par des machines hydrauliques, et surtout parce qu'on appelait à l'origine des pompes à feu, en fait c'est des machines à vapeur pour faire fonctionner ce système d'ascenseurs avec des poulies. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été au bois du Casier, Marcinelle, on vous explique tout ça très très bien. Voilà. Alors, je poursuis. Les ouvriers, dans la première moitié du XIXe siècle, vont commencer à s'organiser. Ils vont commencer à s'organiser, mais difficilement, parce qu'ils ne sont pas instruits. Je vous rappelle qu'il faut attendre 1914 pour qu'en Belgique, l'enseignement primaire soit rendu obligatoire. Donc il n'y a même pas 100 ans que l'enseignement primaire est obligatoire. Donc la très très grande majorité, si pas la totalité des gens qui travaillaient dans les usines étaient analphabètes. Or, qui dit analphabète, ne pas avoir d'instruction, suppose qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe ailleurs, on n'a pas conscience, sinon sous la forme d'une révolte sourde, que ce que l'on vit n'est pas juste quand on voit les patrons qui se promènent en calèche, par exemple, ou qui vivent dans un château. La plupart des gens sont abrutis par le travail, parce que quand ils reviennent du travail, ils sont complètement fichus, ils ne peuvent plus penser, ils mangent et puis ils vont dormir. Et puis le matin, ils doivent se réveiller vers 3 h du matin pour aller à la mine ou à la fabrique. Donc ils ont une vie de travail extrêmement pénible. Donc ce sont d'abord plutôt, donc je vous ai dit, des ouvriers plus qualifiés, ou ce sont des intellectuels qui vont essayer de réagir face à cette situation de misère. Ces intellectuels, on leur donne souvent le nom de socialistes utopiques. En tout cas, c'est le nom que Karl Marx leur donnera lorsqu'il parlera de Fourier, de Saint-Simon, d'une série d'intellectuels français qui voudront créer une société juste sur une base organisée, rationnelle, où il n'y ait pas d'exploitation. Alors, on va passer maintenant dans un rang, je dirais, au milieu du XIXe siècle, à l'époque où le socialisme va commencer à s'organiser. Alors, à l'origine, le socialisme est diffus. Il y a des caisses d'assistance mutuelle qui sont créées. Donc, il y a des ouvriers qui se disent, oui, mais le jour où je serai handicapé, le jour où je ne pourrai plus travailler, donc, ce que nous appelons l'époque de la retraite, il faudra bien avoir des sous, d'autant plus que ces ouvriers, particulièrement dans le domaine de la mine, ils habitaient dans des corons, c'est-à-dire des habitations qui étaient fournies par le patron d'une manière très paternaliste, qui leur donnait également des sacs de charbon. Il y avait même l'épicier du patron. Ils étaient payés en nature aussi, et c'est ce qui faisait que le jour où ils n'étaient plus bons à rien, ils n'avaient plus de maison, ils n'avaient plus leur charbon, ils n'avaient plus l'épicier du patron, etc. Et donc, ils se retrouvaient dans la misère la plus noire. Et donc, vont être constituées les premières sociétés de secours mutuels. Le mot secours mutuel a donné lieu à un terme que vous connaissez bien, qui est le terme de mutualité. Donc, quand on parle d'une mutuelle à l'heure actuelle, c'est rien d'autre que des sociétés qui ont hérité de ces premières sociétés de secours mutuels du XIXe siècle, des sociétés d'assistance, alors qui sont privées évidemment, parce qu'il n'y a aucune obligation, à se souscrire à ces cotisations, de payer une cotisation. Donc c'est au bon vouloir des gens qui travaillent, des ouvriers, des employés. Donc c'est seulement à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle que tout cela va devenir obligatoire. Je vous rappelle que la sécurité sociale en Belgique n'est créée qu'en 1944. Donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle existait partiellement, mais pas en tant que telle, avant 1944. Alors, c'est le moment où apparaît un personnage qui va jouer un rôle très très important, c'est Karl Marx, que vous connaissez bien sûr, qui est un philosophe allemand, qui est né à Trèves en 1818 et qui est décédé à Londres en 1883, en exil. Beaucoup bougé, parce qu'il était poursuivi par les polices françaises, prussiennes, enfin bref, l'Angleterre a toujours été un lieu de refuge, ainsi que la Belgique au XIXe siècle.
Beaucoup de grands esprits, de grands intellectuels comme Victor Hugo sont passés, par exemple, ont séjourné en Belgique. Alors, Karl Marx, je vous dis, c'est un personnage très important par la postérité qu'il va avoir, pas seulement par la réflexion qu'il a à son époque, mais par la postérité qu'il va avoir. En effet, après sa mort, bien après sa mort, en 1917, une révolution va éclater en Russie. Elle va donner lieu à l'instauration d'un régime communiste dans ce pays. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS va créer des États satellites en Europe centrale et orientale. D'autre part, la Chine va devenir communiste en 1949. Elle l'est toujours officiellement, bien que, on sait que dans les faits, c'est une dictature capitaliste, même si le pouvoir est entre les mains des communistes. Elle va connaître également du succès après la Deuxième Guerre mondiale dans le tiers-monde, et des régimes communistes vont s'installer en Corée du Nord, au Vietnam, à Cuba, en Afrique, par exemple, en Angola, au Mozambique, à un moment donné, en Éthiopie, en Somalie, en Guinée-Bissau, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que Marx, ne fût-ce que par sa postérité, est très important. À l'heure actuelle, il y a encore plus d'1,4 milliard d'individus sur Terre qui vivent dans une idéologie de type marxiste. Donc ne fût-ce que pour cette raison-là, on ne peut pas faire l'impasse sur ce grand intellectuel. Mais outre cela, bien que son message ait été complètement falsifié, modifié, il n'y a pas un lien évident et étroit, en tout cas, entre la pensée de Karl Marx et celle de Staline, par exemple. Marx était un humaniste autoritaire, certainement, mais humaniste quand même, alors que Staline, à mes yeux, n'est pas vraiment un parangon de vertu. Alors, Karl Marx, c'est un philosophe. Il n'a pas eu un poste à l'université, il était même docteur en philologie classique, pour être plus précis. Et il va se lancer très rapidement dans la réflexion sur la condition ouvrière et sur le fonctionnement du système capitaliste qui est à l'origine de cette même condition ouvrière. Alors il va démonter véritablement, pièce par pièce, ce système capitaliste dans un ouvrage qu'il publie en 1867 qui est Le Capital, Das Kapital. Il avait préalablement à cet ouvrage publié déjà un certain nombre de livres, d'articles bien entendu, je vais vous en montrer quelques-uns plus tard, et il s'était fait surtout connaître à partir de 1848, date à laquelle il avait publié son fameux Manifeste du Parti communiste avec son compagnon de toujours, Frédéric Engels. Alors, c'est quoi la théorie de Marx? Alors, la théorie de Marx, c'est que toute l'histoire de l'humanité s'explique par la lutte des classes. Lutte entre les maîtres et les esclaves dans l'Antiquité, pensons ne fût-ce qu'à la fameuse révolte de Spartacus, vous vous souvenez, vers entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Ensuite, entre les serfs et leurs seigneurs au Moyen-Âge, il fait en particulier référence aux fameuses jacqueries du XIVe siècle, et enfin, troisième étape, la lutte des classes entre les ouvriers d'une part et les capitalistes d'autre part, donc les patrons. Alors, pour lui, le capitalisme a été possible grâce à une accumulation primitive du capital qui a permis à des individus, les capitalistes, de s'approprier, au sens de propriété, des machines qu'ils possèdent et sur lesquelles ils font travailler les ouvriers. Les ouvriers sont dépossédés de leurs moyens de production, et c'est cette contradiction entre, d'une part, le propriétaire de la machine et d'autre part, celui qui travaille avec la machine, qui explique, je dirais, la potentialité des luttes futures. En effet, le patron vise, le capitaliste, à augmenter son profit au maximum. Lorsqu'effectivement un ouvrier produit un bien,
mettons à 10 €. Il y a en fait, ça c'est effectivement ce que l'ouvrier aura transformé en valeur monétaire, le travail qu'il aura fourni, l'énergie qu'il aura mise pour produire ce bien. Ça vaut 10 € pour le patron au niveau du coût salarial. Mais le patron va vendre ce bien peut-être 20 €. Dans ces 20 €, on déduit évidemment les frais de gestion d'entreprise et d'autres éléments liés à la distribution, mais il restera quand même une somme importante qui restera dans la poche du patron, qu'il peut soit investir, soit garder définitivement dans sa poche et transformer dans un bien qui lui soit personnel. Et c'est cette différence, mettons, je dirais 7 € sur les 20 €, donc 10 € pour le salaire, 3 € pour les frais de gestion, les employés, et puis alors encore 7 € qui restent, ces 7 €, ça va dans la poche du capital. S'il est évidemment 100, 200, voire 1000 ouvriers, vous imaginez combien d'heures de travail des ouvriers sont en fait confisquées par le patron en termes de valeur. Donc c'est une partie importante de la valeur travail de l'ouvrier qui est confisquée par le capitaliste. Eh bien, c'est cette différence de 7 € que Karl Marx appelle la plus-value. Donc le patron s'approprie la plus-value du bien. Donc c'est un point important dans son argumentation. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il explique les contradictions du système capitaliste. C'est que les patrons payent le moins cher possible leurs ouvriers, qui produisent énormément de biens, mais comme le salaire des ouvriers est bas, le système va s'engorger rapidement, puisque les ouvriers, enfin les gens qui vivent dans le système capitaliste, les ouvriers et les employés, ne vont pas pouvoir acheter les biens qui sont produits par les entreprises. Et c'est ce qui, aux yeux de Marx, provoque les crises. Crise de surproduction, quand l'offre des biens est supérieure à la demande. Et ici, pour lui, c'est toute la contradiction du capitalisme. C'est quoi? Eh bien, c'est que donc, on paye peu les ouvriers, donc leur pouvoir d'achat est faible, et donc ils ne pourront pas acheter les biens qu'eux-mêmes produisent. Voilà. On retrouvera ce problème de la crise de la surproduction, par exemple, lors de la crise de 1929, mais des crises de ce type-là ont existé, par exemple, dans les années que j'ai évoquées tout à l'heure, entre 1876 et 1895. Voilà. Ça, c'est le système de Karl Marx. Lui, de son vivant, il n'a jamais pu voir réaliser son rêve d'une société sans classe. Toutefois, en 1864, il est à l'origine, avec d'autres, de la première association internationale des travailleurs, l'AIT, la première association internationale des travailleurs, qui tiendra jusqu'en 1876, donc pendant 13 ans. Alors, cette première association va connaître des débuts très tumultueux, parce que Karl Marx doit ferrailler avec d'autres socialistes qui n'ont pas tout à fait le même point de vue que lui. Lui, il est plutôt pour un système relativement autoritaire, un système de type collectiviste, où l'État, dans un premier temps, a un rôle important. À terme, il est également pour la disparition de l'État comme les anarchistes. Mais en face de lui, il a entre autres choses un personnage qui s'appelle Mikhail Bakounine, qui est un anarchiste russe, et qui va se battre contre lui avec ses partisans, parce que Bakounine est également pour le communisme. Il est contre la propriété privée. Il est comme Karl Marx, mais plus encore que lui, contre la religion. Les anarchistes au XIXe siècle sont à l'origine de l'expression, enfin plus précisément, c'est Auguste Blanqui qui est à l'origine de ce terme, ni Dieu ni maître. Mais les anarchistes ont en plus, à côté de la suppression de la religion, Karl Marx qui considère comme l'opium du peuple, si vous voulez, un moyen de maintenir le peuple dans l'ignorance de telle manière qu'il ne puisse pas s'émanciper intellectuellement et prendre conscience surtout de la classe à laquelle il appartient et du caractère de classe de son combat. Eh bien, à côté de la suppression de la religion, à côté de la suppression de la propriété privée,
privée, Bakounine veut en plus la suppression de l'État, mais immédiatement, parce que les anarchistes ont également un côté individualiste. Ils refusent toute forme d'oppression, alors que pour Karl Marx, l'État est un passage obligé avant d'avoir une société sans État. Et ils vont se confronter à ce sujet-là. Ils vont se confronter, ça va très mal se passer au point que Karl Marx, comment dirais-je, va dissoudre la première association internationale des travailleurs. Il y en aura d'autres par la suite. Il y aura une deuxième association internationale des travailleurs, donc à la fin du XIXe siècle, qui va être celle-là fondée à Bruxelles. Il y aura une troisième internationale des travailleurs qui va être fondée par Lénine en 1919. Et enfin, il y aura une quatrième internationale qui va être fondée par Léon Trotsky, qui lui-même aura été exclu du RSS par Staline. Voilà. Donc, quand vous voyez une publication où il est marqué « Publication de la quatrième internationale », vous savez que c'est une publication de trotskistes. Je vous parlerai plus tard de Trotsky lorsqu'on verra la révolution russe un peu plus tard. Alors, Bakounine avait en fait un ancêtre, un père spirituel, c'est Proudhon. En fait, c'est Proudhon le père de l'anarchisme. Proudhon, en fait, c'est un typographe, je l'ai cité tout à l'heure, un typographe français, qui a une vision de la société qui n'est pas une vision collectiviste, mais qui est une vision anarchiste, donc il est contre l'appropriation du pouvoir par une classe sociale, mais il est en fait pour une société de petits propriétaires, de petits, de petits artisans, mais sans que l'État n'intervienne dans la régulation des échanges. Tout doit se faire de manière contractuelle entre les producteurs et les consommateurs. Certains ont trouvé évidemment que c'était un système utopiste qui ne fonctionnait pas dans la société de loup qu'est la société humaine. Alors, Karl Marx, je vous l'ai dit, décède en 1883. Il meurt d'ailleurs dans la misère. Il n'y avait presque personne d'ailleurs à son enterrement. Enfin, c'est une anecdote, mais enfin, c'est pour vous dire. Il aura beaucoup de succès après sa mort. En particulier, son héritage va être repris par Lénine en Russie, qui va transformer le domaine, la démarche la théorie de Karl Marx, et en la modifiant surtout pour faire intervenir le rôle du parti communiste en tant qu'avant-garde de la classe ouvrière. Et Lénine va théoriser la prise du pouvoir dans plusieurs de ses ouvrages, en particulier en 1902 lorsqu'il publie « Que faire ?» Alors, il existe une troisième voie dans le socialisme. Je vous ai parlé de la voie communiste, celle de Marx. Je vous ai parlé de la voie anarchiste, c'est celle qui a presque complètement disparu à l'heure actuelle, après le communisme, qui est aussi en voie de disparition. La troisième, en fait, c'est celle qui a réussi, quoique pour l'instant, elle bat de l'aile. Je veux parler de la social-démocratie. La social-démocratie naît au XIXe siècle, d'abord dans une version anglaise, c'est le mouvement chartiste, qui va donner lieu au début du XXe siècle, je crois que c'est en 1906, à la création du Labour, c'est-à-dire du Parti travailliste, qui n'a jamais été marxiste. Et ce mouvement social-démocrate va surtout connaître son efflorescence en Allemagne. En effet, à la fin du XIXe siècle, le plus grand parti socialiste dans le monde est le Parti social-démocrate allemand. Le Parti social-démocrate allemand, en fait, va devoir se battre contre la politique de Bismarck au moment du congrès de Gotha en 1875, et c'est finalement, combien d'années plus tard, je crois que c'est une bonne dizaine d'années plus tard, au congrès d'Erfurt, que vraiment le Parti social-démocrate allemand prend son envol. Je vous signale que c'est en 1885 que le Parti ouvrier belge, l'ancêtre du Parti socialiste, est créé, et c'est seulement en 1905 qu'est créé par Jean Jaurès le Parti socialiste français unifié qui résulte de la fédération de plusieurs tendances socialistes de cette époque-là. Voilà. Alors, ça, c'est donc pour la voie social-démocrate. Alors, cette voie social-démocrate, c'est une voie réformiste. Les sociaux-démocrates ne sont pas pour la révolution. Ils veulent arriver à une société, à cette époque-là, de type collectiviste,
par la voie parlementaire, en votant des lois, et non pas par la voie violente qui est celle de la Révolution que va utiliser Lénine et d'autres après lui. Voilà. Alors, il me reste maintenant, je crois que je vous ai parlé de l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, c'est cette voie social-démocrate qui a connu un grand succès, mais qui, depuis maintenant, depuis 20 ans que le libéralisme a le vent en poupe, la social-démocratie a de grosses difficultés à pouvoir rester en selle, je dirais, et la social-démocratie rejoint de plus en plus l'idéologie libérale, au point que même on parle maintenant de libéral-socialisme ou de social-libéralisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien ce que c'est que le socialisme, d'autant plus que, par exemple en Belgique, il y a eu cette tendance social-libérale qui était celle de Louis Michel à un moment donné. Et comme vous savez, quand les socialistes sont au pouvoir, ils ont plutôt une attitude de résistance, une attitude combative pour conquérir de nouveaux droits. Il s'agit toujours de défendre des droits acquis, mais rarement de défendre, de combattre pour des droits nouveaux. Voilà. Je crois, me semble-t-il, avoir fait le tour de l'essentiel de ce que je voulais dire. Je réfléchis encore un petit peu. Je vous ai parlé de la révolution industrielle dans ses grandes lignes, première moitié, deuxième moitié du XIXe siècle. Je vous ai parlé également de l'évolution du mouvement ouvrier, de la naissance des partis socialistes. Oui, encore une petite parenthèse quand même qui mérite plus qu'une parenthèse, c'est la naissance du syndicalisme, bien sûr. Alors le syndicalisme, en fait, il naît dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le syndicalisme, en fait, n'est rien d'autre que la concrétisation des aspirations de la classe ouvrière de fédérer des associations professionnelles. Donc au départ, les syndicats n'étaient rien d'autre que des fédérations professionnelles liées à une profession, par exemple les métallurgistes, par exemple les ouvriers du textile, et qui se sont fédérés dans des syndicats interprofessionnels. Vous savez que en France, il y a la CGT, par exemple, la CFDT, la CFTC, la Force ouvrière. En Belgique, il y a deux grands syndicats, la CC, donc la Confédération des syndicats chrétiens, et d'autre part la FGTB, la Fédération générale du travail de Belgique, qui est de tendance socialiste. Alors, il y a eu quand même des conflits et des tendances, parce que très rapidement, le syndicalisme a voulu se détacher des partis socialistes naissants, estimant qu'il fallait séparer l'action politique de l'action syndicale, pour ne pas être inféodés aux partis s'ils accédaient au gouvernement. Et donc, l'action commune, même en Belgique, a ses limites. Vous savez que l'action commune regroupe théoriquement, les liens sont lâches, théoriquement le Parti socialiste belge, la FGTB et d'autre part les mutualités socialistes. C'est ce qu'on appelle l'action commune, mais souvent les syndicats sont en désaccord avec le Parti socialiste, même si la plupart du temps ils servent de courroie de transmission par rapport à ce même parti. Et donc c'est le syndicalisme révolutionnaire qui a pris le dessus, en tout cas en France, je dis bien pas en Belgique, en France, à la fin du XIXe siècle, avec l'anarcho-syndicalisme mené, entre autres, par Fernand Pelletier, qui a créé les bourses du travail. Je m'arrêterai ici. J'espère en une heure avoir dressé un tableau vous permettant, même s'il ne s'agit que d'un survol, de voir les grandes lignes de la révolution industrielle et des principaux aspects du combat des ouvriers, du mouvement ouvrier au XIXe siècle. Comme d'habitude, quelques ouvrages d'initiation et d'autres qui permettent d'approfondir la matière. Alors, un ouvrage dont j'aurai l'occasion de vous parler lorsqu'on travaillera sur la crise économique de 1929 et ses conséquences, c'est un ouvrage de Jean Bouvier qui s'intitule « Initiation au vocabulaire et aux mécanismes économiques contemporains 19e-20e siècle ». Alors, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, il ne s'agit pas d'un ouvrage d'économie, il s'agit bien d'un ouvrage d'histoire. Mais d'histoire économique, il est vrai.
Alors, les différents chapitres que vous trouverez concernent en fait les différents aspects du capitalisme que j'ai l'occasion de développer il y a quelques minutes. Et vous aviez en particulier le problème du crédit, le problème de l'investissement, le problème du salaire, etc., de la monnaie. Tout ça est décrit de manière systématique à l'intérieur de chapitres particuliers. Alors, un ouvrage pour l'ensemble de la période, de l'origine en tout cas, de la révolution industrielle, qui s'intitule Inertie et révolution 1730-1840. C'est un ouvrage, en fait il s'agit du tome 3 de l'histoire économique et sociale du monde, qui comprend 6 volumes, publiés chez Armand Collin en 1979. Le tome 3 d'un ouvrage très très important, c'était certainement 78 pour le précédent, d'un ouvrage qui est vraiment fondamental dans l'historiographie du XXe siècle, dans le domaine de l'histoire économique. C'est Le temps du monde, c'est le tome 3 d'un ouvrage qui s'intitule Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e siècle, 18e siècle. Et il y a plus ou moins 70 pages à la fin du tome 3 qui sont consacrées à la révolution industrielle. Cet ouvrage est également publié chez Armand Collin et celui-ci date, lui, de 1979. Alors, un petit ouvrage par lequel il conviendrait peut-être de commencer l'étude de la révolution industrielle, c'est un livre de Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle, 1780-1880, publié dans la collection Point au Seuil. Un ouvrage d'un grand économiste américain qui date un peu, qui s'intitule « Comment tout a commencé ». Les origines de l'économie moderne, en fait, c'est une histoire des origines de la révolution industrielle. On peut toutefois remarquer que dans ce livre, publié chez Hachette, le capital soit relativement absent, et je vous ai dit que c'était quand même une des 5 conditions fondamentales pour le démarrage, ce que les Américains, et en particulier Rostov, appellent le take-off. Dans la collection Destin du monde, un ouvrage qui se trouve d'ailleurs à la bibliothèque, qui a été réédité aux éditions Complexes en 2 volumes, en collection de poche, Les bourgeois conquérants, de Charles Morazet, qui couvre tout le XIXe siècle. Un ouvrage relativement récent d'un professeur de Cambridge, Bailey, La naissance du monde moderne, 1780-1914, édité par les éditions de l'Atelier en coédition avec Le Monde diplomatique. C'est un ouvrage qui est intéressant parce qu'il parvient à décloisonner en fait l'histoire de l'Europe et il montre en fait les implications de l'histoire de la révolution industrielle dans les colonies. Dans la collection Peuple et civilisation, une collection qui comprend, je crois, 17 ou 18 volumes, sous la direction de Pouta, Démocratie, Révolution et Capitalisme, de 1848 à 1860. Pour comprendre les mécanismes du capitalisme, un petit que sais-je, ils sont renouvelés pratiquement tous les 15 ans dans la petite collection dont chaque ouvrage, comme vous le savez sans doute, comprend 128 pages. Alors, ouvrage très important, bien entendu, pour savoir comment les machines fonctionnaient. Si vous voulez savoir comment fonctionnait une machine à vapeur, comment fonctionnaient toutes les machines au fourneau, par exemple, les alaminoirs, etc., vous trouverez des descriptions tout à fait intelligibles dans le tome 3 de l'Histoire générale des techniques, qui s'intitule L'expansion du machinisme 1725-1860, sous la direction de Maurice Daumas. C'est un ouvrage collectif dont je n'ai apporté évidemment ici que le volume qui nous intéressait plus particulièrement, paru aux presses universitaires de France. Donc je vous montre par exemple ici, je crois que c'est sur les locomotives apparemment, voilà, une page, mais il y a de nombreux croquis
et on vous explique chaque fois comment les machines fonctionnaient à l'époque. Je vais essayer de trouver une autre reproduction. Il y en a partout, vous savez. Une qui est significative. Bon, tout simplement, vous voyez, on vous explique comment fonctionnait le système des voiles sur les navires. Vous savez qu'on travaille aussi sur l'histoire des techniques quand on aborde les grandes découvertes, par exemple. Hein. Donc, ouvrage très utile parce que souvent, quand on fait de l'histoire, on est un peu trop littéraire et on oublie quand même tous les aspects purement matériels et technologiques. Alors, je vous ai parlé, quand j'ai cité les 4 ou 5 conditions basiques qui ont permis le démarrage de la Révolution en Angleterre, je vous ai parlé de théorie économique. Et je vous ai cité en particulier un auteur, Adam Smith. Adam Smith, qui est le fondateur du libéralisme, qui écrit en 1776 un ouvrage fondamental intitulé « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Alors cet ouvrage a paru en édition française dans la petite collection Idées Gallimard. Un autre père du libéralisme, c'est Malthus, qui était un pasteur protestant. Vous en avez peut-être déjà entendu parler en géographie. Il écrit un essai sur le principe de population. Alors Malthus a écrit cet ouvrage en 1798. Alors la thèse la plus connue développée dans cet ouvrage, c'est que la population croît géométriquement quand la nourriture, elle, ne croît qu'arithmétiquement. Autrement dit, le fossé s'étend de plus en plus, la distance est de plus en plus grande entre les ressources alimentaires et d'autre part le nombre d'habitants. Alors, un autre grand ouvrage de la théorie libérale de David Ricardo, Des principes de l'économie politique et de l'impôt, publié dans la collection Champ-Flammarion. C'est un ouvrage publié en 1817 et cet ouvrage a été une des bases qu'il a critiquées du Capital de Karl Marx. Alors j'en arrive maintenant aux 3 grands courants que constitue le socialisme au XIXe siècle. Alors tout d'abord, un grand ancêtre, Auguste Blanqui. Maintenant, il faut des armes. C'est un ouvrage qui comprend des textes fondamentaux de ce révolutionnaire socialiste en France au XIXe siècle, édité chez La Fabrique. Alors, dans l'historiographie marxiste, l'ouvrage sans doute le plus populaire est le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, dans lequel on trouve en prélude, en frontispice, la fameuse phrase « Prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Donc cet ouvrage a été publié en 1848 à Londres en édition allemande. Le livre 1 du Capital de Karl Marx, édité dans la collection Garnier-Flammarion. Du même Karl Marx, un ouvrage essentiel publié en 1859, La contribution à la critique de l'économie politique, et critique entre autres les thèses d'Adam Smith et surtout de Ricardo. Ici, j'utilise une édition publiée aux éditions sociales. Ces ouvrages sont devenus difficiles à trouver maintenant, puisque depuis la chute du mur, le marxisme et le communisme n'ont plus grand succès. Alors un petit ouvrage classique d'économie politique, d'économie plutôt marxiste de Marx, Salaire, prix et profit, dans la collection Éditions sociales. Alors là, je crois que je dois avoir des éditions de Pékin, oui c'est ça. La guerre civile en France de Karl Marx. Alors il s'agit d'une explication historique de l'épisode de la Commune à Paris entre le mois de mars et le mois de mai 1871. Le grand ami de toujours de Karl Marx, c'est Friedrich Engels,
qu'est l'auteur de L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. C'est un de ses ouvrages les plus importants. Et donc, quand on parle de marxisme, il ne faut jamais oublier qu'en fait, il s'agit d'une théorie bicéphale. Donc, il y a deux pères fondateurs, Marx et Engels. Si vous voyez les drapeaux communistes lors des fêtes de révolution, même en Chine encore, il y a généralement dans l'ordre Karl Marx, à côté vous voyez Engels, et puis, alors là ça dépend du régime où vous vous trouvez, dans l'ordre Lénine, Staline, et en Chine il y avait Mao en plus. Un petit ouvrage d'un grand marxiste un peu hétérodoxe quand même, Henri Lefebvre, Le marxisme, dans la collection Que sais-je. Alors un ouvrage classique qui vous explique de manière très très claire tous les grands concepts du matérialisme historique, de Martha Arnecker. Je crois qu'elle était chilienne, sauf erreur de ma part, oui voilà, aux éditions Contradiction, c'est des éditions belges. Donc tous les grands principes, les grands concepts comme force productive, moyens de production, exploitation, aliénation, domination, etc. C'est très très bien expliqué, c'est très pédagogique. Un ouvrage nettement plus récent, puisqu'il date d'il y a 2 ou 3 ans, de Denis Colin, Comprendre Marx, chez Armand Collin. Alors un petit ouvrage tout à fait élémentaire, mais enfin si vous n'avez jamais rien lu de Marx, qui est quand même un auteur essentiel pour comprendre le XIXe siècle et sans doute encore notre époque, un petit livre de la collection Les Essentiels Milan, vous savez, ce sont des petits livres qui comprennent 60 pages, vous voyez, c'est vraiment plus qu'élémentaire, qui s'intitule Marx face à l'histoire. C'est un petit livre qui date de 2002, si mes souvenirs sont bons. Alors, une grande biographie de Jean Eilenstein, qui était un historien communiste important, qui a finalement été exclu du Parti communiste, comme beaucoup d'intellectuels. Il a donc écrit une vie de Karl Marx, en traitant bien sûr de son œuvre. Ça a paru chez Fayard. Un ouvrage très très récent, Dictionnaire du communisme, sous la direction de Stéphane Courtois, aux éditions Larousse. Alors il faut savoir que Stéphane Courtois est un des co-directeurs du livre noir du communisme, donc c'est un ancien communiste qui, comme souvent lorsque vous avez adhéré à une religion ou à une théorie, à une philosophie, est devenu anticommuniste, pas primaire, mais quasiment, il dénigre vraiment le communisme. Donc moi, comme c'est un ouvrage collectif, je le trouve intéressant parce qu'il y a quand même des notices différentes qui sont rédigées par des auteurs différents, donc c'est très utile, mais il faut savoir qu'il y a quand même une orientation et un parti pris assez évident. Alors si l'on veut maintenant voir des textes d'époque, je vous conseille en 10-18 la Première Internationale, qui comprend les textes de l'Association internationale des travailleurs en 1864. Ensuite, pour voir le conflit qui a opposé Karl Marx à Bakounine, donc d'une part le communiste, le collectiviste, d'autre part à l'anarchiste, il y a un recueil de textes en 2 volumes publiés en 10-18 qui s'intitule Socialisme autoritaire, donc ça c'est le côté marxiste, ou libertaire, le socialisme libertaire c'est donc Bakounine. Et je vous ai dit que dans la lignée de Bakounine, il y a d'abord son père spirituel qui est Proudhon, mais vous avez ensuite Kropotkin, et puis alors toute une série d'autres auteurs qui viendront, par exemple en Belgique, le géographe Élisée Reclus, et vous aurez des Italiens comme Malatesta par exemple. Alors, justement, à propos de l'anarchisme, une petite histoire de l'anarchisme très bien faite, d'un auteur dont je vous ai déjà parlé lorsque nous avons étudié la Révolution française. Vous vous souvenez peut-être du livre publié aux éditions L'Ennemi Rouge, Les bras nus de Daniel Guérin. Je vous avais montré également un autre ouvrage qui s'appelle La Révolution française et nous, de Daniel Guérin, qui est un ouvrage assez hérétique par rapport à la Révolution française. Ici, il s'agit d'une histoire de l'anarchisme. Donc on ne vous explique pas ce qu'est l'anarchisme, c'est vraiment une histoire publiée donc chez Gallimard, Idée.
Alors, dans la collection anarchiste, de nouveau un débat entre Marx le collectiviste et d'autre part Proudhon, ce typographe dont je vous ai parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors, Proudhon avait écrit un ouvrage qui s'intitule Philosophie de la misère, et Marx, qui était un pamphlétaire, lui a répondu en écrivant un autre livre, Misère de la philosophie. Donc en fait, Marx est le philosophe qui, le premier, a dit que dorénavant, les philosophes ne feraient plus comme jadis, c'est-à-dire interpréter le monde, mais dorénavant, il faudrait le transformer. C'est comprendre pour le transformer, donc passer à la pratique. Alors, une biographie, la biographie classique de Bakounine, La vie d'un révolutionnaire de Kaminsky, publiée aux éditions La Table Ronde de Kaminsky. Un petit ouvrage chez De Noël de Bakounine, Le socialisme libertaire. En fait, il s'agit d'une série d'articles publiés dans des journaux de l'époque, dans les années 1880-1885. C'est à partir de ce livre-ci que j'ai fait un CD plutôt, qui s'intitule L'instruction intégrale. Vous le verrez dans la liste des ouvrages, des CD, des DVD que j'avais publiés. Alors, de Kropotkin, le fameux prince Kropotkin, qui est l'élève de Bakounine. Alors, ça s'intitule Autour d'une vie, ce sont ses mémoires. Les paroles d'un révolté également, de Pierre Kropotkin. Donc, vous voyez, je vous ai apporté des vieilles éditions que je possède, qui ont près de plus d'un siècle déjà. Alors, des ouvrages beaucoup plus récents, du même Kropotkin, qui ont été publiés ces toutes dernières années. Donc, La Commune, suivie de La Commune de Paris, de Pierre Kropotkin. La Commune dont il s'agit, c'est bien celle de 1871, lorsque les Parisiens se sont révoltés contre les Versaillais, c'est-à-dire le gouvernement qui s'est réfugié donc à proximité de la capitale, puisque la ville s'était insurgée, alors que les Prussiens encerclaient la ville et la canonnaient depuis les hauteurs, au moment de la guerre franco-prussienne donc. Alors, un petit ouvrage du même Kropotkin, La morale anarchiste, aux éditions 1001 nuits. C'est une collection que vous pouvez acheter. Les petits ouvrages, cette collection coûte 2,50 € ou 3 €, donc vous ne risquez vraiment pas de vous ruiner. Dans la collection que je vous ai montrée il y a 2 minutes, c'était au Altiplano, c'est aussi 2 ou 3 €. Donc je ne fais pas de promotion particulière pour ces éditeurs, mais tous les ouvrages qu'on trouve dans cette collection-là sont vraiment très bon marché. Alors une grande anarchiste, c'est l'institutrice Louise Michel, grande révolutionnaire, qui a combattu au moment de la Commune et qui a été exilée en Algérie et en Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup de communards. Finalement, elle est rentrée en grâce une quinzaine d'années plus tard, et donc elle doit être décédée en 1905, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vraiment une grande révolutionnaire du XIXe siècle en France, une institutrice. Alors, l'équivalent du dictionnaire du communisme de Serge Cosseron aux éditions Larousse, dictionnaire de l'extrême gauche. Donc là, vous avez un panel de tous les courants de l'extrême gauche. Alors, l'extrême gauche est extrêmement divisée. Donc, il y a vraiment des tas de groupes et de groupuscules multiples. Ce qu'on appelle ici extrême gauche, c'est vraiment ce qu'on appelle en France maintenant la gauche de la gauche. Donc, ça ne comprend pas le parti communiste. Donc ce sont plutôt les ultras, les anarchistes, les libertaires, vous voyez, toutes ces mouvances autonomes et autres. Alors, ça c'était pour le deuxième courant du socialisme après le marxisme. Maintenant, le troisième courant du socialisme, celui qui a eu le plus de succès finalement, je vous montre tout d'abord 2 biographies du fondateur du Parti socialiste français en 1905, Jean Jaurès, de Jean Rabot, qui est un journaliste, et alors d'un auteur qui est beaucoup plus connu, de Max Gallo, Le Grand Jaurès, aux éditions Robert Laffont. 2 ouvrages généraux sur la social-démocratie, autrement dit le socialisme réformiste
à distinguer avec les deux autres courants qui appartiennent au socialisme révolutionnaire. Donc un petit livre d'un auteur classique, Georges Lefranc, c'est un petit que sais-je, donc ça se lit très facilement. Et alors un ouvrage plus savant de Jacques Droz, Le socialisme démocratique 1864-1960. Alors vous avez l'histoire de la social-démocratie, donc le socialisme que l'on trouve dans les pays démocratiques, dans la plupart des grands pays d'Europe. Vous avez en particulier l'histoire de la social-démocratie en France, mais aussi en Allemagne. Et il faut savoir que c'est en 1959, au congrès de Bad Godesberg, que les socialistes allemands ont rejeté le marxisme et la notion donc, de dictature du prolétariat. Alors, dans le domaine maintenant du roman, et je vais terminer avec 4 romans, pour voir un petit peu, essayer de comprendre directement dans le texte, un ouvrage de fiction, la condition du petit peuple et des ouvriers en Angleterre dans la première moitié du XIXe siècle. Je vous conseille évidemment un grand classique de Charles Dickens, Oliver Twist, et il y a question entre autres de ces quasi-bagnes pour enfants qui étaient les maisons où on enfermait les enfants des pauvres qui traînaient dans la rue et devaient vraiment travailler dans des ateliers où ils n'étaient pratiquement pas payés. Et c'est un petit peu ce type de bagne, entre guillemets, qui sert de modèle au dessin animé de Pinocchio. Vous vous souvenez peut-être quand Pinocchio se transforme en âne à un moment donné, et tous ces petits enfants qui espèrent être dans une sorte de Disneyland perpétuel où il n'y aurait que des manèges, voilà. Et puis finalement, à un moment donné, ils se transforment en âne et ils en sont réduits à être quasiment des esclaves pour un maître qui les fouette. Alors évidemment, il y a les ouvrages en France d'Émile Zola. Vous savez qu'Émile Zola a publié une grande série en une bonne vingtaine de volumes, Les Rougon-Macquart, qui porte pour sous-titre « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Je vous ai apporté 3 de ces livres, 3 de ces romans de cette série. Tout d'abord Germinal, je vous ai dit que ça correspond au mois d'avril, dans une leçon précédente. C'est le mois d'avril dans le calendrier révolutionnaire. C'est l'histoire en fait d'une grève dans une mine de charbon du nord de la France, donc à l'époque de Napoléon III. Et alors on voit justement que quand les ouvriers français font la grève, eh bien le patron de la société minière va chercher des mineurs belges, parce qu'eux ils sont prêts à travailler pour moins cher, et on est sûr qu'eux ne vont pas respecter. Et ils viennent travailler entourés de gendarmes, de policiers, sous les huées évidemment des ouvriers français qui eux sont en train de crever de faim véritablement. Alors l'histoire, ça se termine mal parce qu'il y a un coup de grisou, la mine s'effondre. Non, c'est même pas un coup de grisou, excusez-moi, c'est parce que les mines sont inondées par un anarchiste russe justement qui estime que de toute façon il n'y a plus moyen de rénover, de transformer le système et qu'il faut tout recommencer à zéro. Donc il ouvre les vannes, la mine est complètement inondée. Et donc ça se termine de manière assez tragique et assez triste, puisque le héros, qui s'appelle Étienne Lantier, essaie de survivre jusqu'au moment où il entend des bruits de pelle quelques mètres plus loin des sauveteurs, alors que la femme qu'il aimait, Catherine, est déjà décédée. Alors, un autre classique de Zola, c'est L'Assommoir. Alors, L'Assommoir, explique les ravages de l'alcoolisme dans la classe ouvrière dans la deuxième moitié du XIXe siècle, plus particulièrement sous le Second Empire. Et l'Assommoir, c'est le nom du café où ils allaient boire et où, comment dirais-je, ils souffraient, enfin, le café où ils s'enivraient. Alors, un ouvrage qui a donné lieu à un film juste avant la Deuxième Guerre mondiale avec comme acteur principal Jean Gabin, La bête humaine, et dans ce roman, on voit tous les progrès de l'industrie du rail et surtout du chemin de fer, les progrès du chemin de fer, et donc ce qu'on appelle la bête humaine, donc c'est ce chauffeur qui est dans cette locomotive et qui
qui en est réduit finalement à une situation presque démoniaque, je dirais. Voilà, j'ai dit.